Vous écoutez Bao Culture Radio, des podcasts dédiés à la culture du bâti, à écouter sur espatium.ch. Ça ouvre les yeux sur la Genève qu'on appelle précaire, la Genève qu'on cache. Donc c'est une très très bonne occasion, en tout cas pour moi, de voir la vérité en face et de pouvoir dire quelques mots à des gens qu'on n'a jamais abordés dans la rue. Bonjour, cette semaine on est parti à Genève visiter le pavillon Simone Weil, c'est-à-dire le pavillon Sikli, transformé pendant 78 jours en œuvre d'art monumentale et précaire à la fois, et à laquelle vous pouvez participer. En effet, l'œuvre dédiée à la philosophe, écrivaine et révolutionnaire française offre un accueil inconditionnel tous les jours de 10h à 22h. Elle a été commandée par la Fondation Sikli et la Fondation Genevoise pour l'animation socio-culturelle, la phase, à l'artiste Thomas Hirschhorn, qui est lui-même entouré d'une quantité de personnes qui l'ont aidé à monter ce projet. On y croise donc des gens de tous horizons qui discutent, dessinent, pratiquent la boxe ou dorment. On y croise même Thomas Hirschhorn lui-même en train de peindre ou d'écrire, produire comme il dit. Si vous tenez vraiment à vous faire une opinion de ce projet hors norme, vous devriez au moins y passer quelques heures. C'est bien ce que nous dit Katia Leonelli, qui prend la parole au tout début du podcast. Elle qui documente le travail de Thomas Hirschhorn avec un recul critique. Vous la lirez d'ailleurs prochainement dans le dossier consacré à l'art dans l'espace public, réalisé par mon collègue Guillaume Pose, et apparaître dans l'édition de juin d'Espasium Revue, et bien sûr en ligne sur espasium.ch. Bonne écoute sur la Bao Culture Radio. Toi, tu es Katia Leonelli, tu suis le projet de Thomas Hirschhorn, que tu documentes également. Et est-ce que ça ressemble vraiment à ce que toi, tu avais imaginé quand vous avez fait le projet? Cette présence de beaucoup de gens, il y a à la fois des gens qui ont l'air de venir pour des raisons artistiques et d'autres pour des raisons assez pragmatiques. Ça correspond quand même pas mal aux projections qu'avait fait Thomas en collage. En fait, ça ressemble beaucoup. Formellement, il a une certaine intelligence de l'espace qui fait qu'il a réussi à placer des objets et des présences assez marquantes dans des coins que j'aurais jamais imaginé pouvoir accueillir, par exemple une sorte de ring de boxe ou une rampe de 12 mètres de long ou voilà des tablés immenses pour accueillir énormément de personnes. Donc voilà, à ce niveau-là, c'était quand même une surprise de voir le pavillon évoluer dans les premiers jours de montage. Et après, au niveau des publics, alors il y a quelque chose effectivement qui se produit au niveau des... Enfin voilà, comme tu le disais, les gens sont attirés par différents aspects du projet, soit très pragmatiques, soit plutôt artistiques. Et du coup, on a plusieurs publics qui se confrontent et qui coexistent dans cet espace. Tu penses qu'ils se mélangent, que ça produit au fond de l'interaction qu'on ne connaît pas forcément dans le quotidien? Alors en fait avec le temps, ça commence à produire vraiment des rencontres humaines qui je pense sont très difficiles, voire impossibles dans d'autres contextes. Et ensuite les personnes se sentent en fait légitimes à être là, ce qui peut-être n'est pas le cas dans en fait un projet culturel par ailleurs, peut-être même on pourrait l'imaginer dans le même contexte. J'en sais rien, des rencontres autour de l'urbanisme ou de l'architecture qui sont aussi en principe ouverts à tout public. Évidemment, on va aussi peut-être commencer à avoir des regards jugeants si on se pose sur un canapé. C'est un peu une question de temps, j'ai l'impression, parce que les premières minutes où on arrive ici, on se dit ah ouais, c'est beaucoup de la mise en scène, c'est beaucoup d'exposition, et puis c'est un peu une image fabriquée, etc. Et plus on reste, plus soi-même on devient complice du truc, puis on s'installe, puis on parle avec les gens, puis on fait de la boxe, et puis on va boire un café, puis finalement on découvre que c'est assez agréable d'avoir un espace public où on peut se parler. Ce qui est rare en Suisse. Hein. Oui. Et je pense que, alors c'est très juste ce que tu dis au niveau du temps, donc non seulement c'est le temps à travers les semaines, par exemple, il y avait beaucoup de personnes que je voyais les premières semaines, que je continuais à revoir et saluer, et puis au bout d'un moment, on a commencé à se parler, à construire
quelque chose ensemble, mais aussi effectivement quand on vient ici en tant que visiteur, c'est pas vraiment le même timing que d'aller voir une exposition ou un projet culturel. On vient un peu tous les jours ou plusieurs fois dans la semaine. Voilà, on peut revenir et puis surtout d'être prêt à y passer du temps. Et j'ai l'impression que ça, c'est un truc qui est assez important pour Thomas aussi, c'est le fait de... par exemple, il n'y a pas de programmation. Et pourquoi il n'y a pas de programmation ? C'est parce qu'il a peur que le public, un peu petit bourgeois, bobo, culturel, s'inquiète de quel serait le meilleur moment pour visiter le pavillon. Moi, c'est ce que j'ai demandé d'ailleurs. J'ai pas trouvé l'info. Justement, il n'y a pas de programme parce que l'idée, c'est de venir ici à n'importe quel moment et peut-être qu'effectivement, ce ne sera pas le meilleur moment, peut-être qu'il ne va rien se passer de particulier, mais c'est aussi d'essayer de déconstruire cette capitalisation à tout prix d'un moment précis qui sera le meilleur possible. Et puis en fait, l'idée, je crois que c'est surtout de venir ici et de passer du temps et de au moins boire un café ou quelque chose et avoir une conversation avec quelqu'un. Peut-être que c'est ça l'instant, l'événement, c'est peut-être toi qui le crée. Hein. Oui. Mais c'est un exercice difficile pour beaucoup de personnes qui sont un peu... En fait, c'est presque un autre contrat social ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Ouais. Ouais, mais pourquoi tu viens ? Tu trouves quoi ici ? Le passage. Tu viens voir un peu... Mes copains, mes copines, mes voisins, mes voisines, les amis. Ah, ils viennent ici, les gens, ils viennent ici simplement. Il y a un peu de tout. Ouais, ok. Donc c'est comme aller... C'est comme le marché. Comme le marché. Comme le marché. Ok. Et puis, donc je suis avec Thomas Hirschhorn là, qui est en train de coller des trucs sur du carton. Et puis je vais lui poser une question que je voulais toujours poser. C'est pourquoi est-ce qu'il y a du scotch partout dans ses œuvres ? Voilà. Pourquoi le scotch brun ? Le scotch brun, hein ? Ouais, le scotch marron, c'est un matériel universel. C'est un matériel non intimidant. C'est un matériel que tout le monde utilise, mais pas forcément pour faire de l'art. C'est un matériel qui évoque l'urgence et la nécessité. Et c'est un matériel que je choisis pour des raisons politiques, parce que je veux que tout ce que je fais, tous les matériaux que j'utilise ne sont pas des matériaux d'art, a priori. Et c'est pour ça que j'utilise ce matériau-là. Est-ce qu'on vit le monument actuel, est-ce qu'il correspond à ce que vous aviez imaginé, vous et votre équipe, avant ? Oui, alors actuellement, là où j'en parle, à ce moment-là, je trouve qu'il est très vivant, il y a beaucoup de gens, il y a des productions très diverses qui se font ici. Et je trouve ces productions et aussi ces présences de beaucoup de gens font partie justement de mon idée que ça doit constituer un événement, oui, et un monument à Simone Weil. Tout ça est collaboratif et participatif. C'est aussi donc, d'après vos descriptions, une œuvre refuge qui a aussi une vocation à donner, vous avez dit, un abri, peut-être un peu de repos, de la sociabilité, l'accès à Internet. Il y a aussi cette notion de refuge dans l'œuvre, ce qui était peut-être moins le cas à Bienne. C'est clair qu'ici, j'ai voulu travailler avec l'inclusion absolue et radicale. Et c'est pour ça que je suis heureux que beaucoup de gens sont ici qui, en effet, sont SDF ou sont des gens qui n'ont pas de refuge ou qui n'ont pas de maison et qui viennent ici dans la journée, parce qu'on est quand même fermé la nuit, mais qui viennent ici dans la journée pour se reposer et pour se sentir peut-être un tout petit peu à l'abri quand même avant de passer soit au foyer, soit carrément dans la rue. Donc ça, c'est clair que je suis heureux que ces Genevois et Genevois font partie de notre participants ici au pavillon Simone Weil. Est-ce que vous pensez que cette œuvre, elle pourrait faire découvrir une réalité à des gens qui n'étaient pas conscients en fait ? J'espère. C'est quand même aussi une
mes objectifs de faire un travail dans la réalité, avec les problèmes de la réalité, avec le problème des gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de travail, qui n'ont même pas de logement. Et je trouve que c'est important qu'on partage avec eux un certain temps au moins ici, et c'est possible ici au pavillon Simone Veil. Je trouve important qu'on est sur le même niveau, dans le même horizon en quelque part, parce que ça peut nous arriver à tous finalement. Ici on est dans une structure qui est dédiée à l'architecture, à la culture architecturale. Oui. Tous les architectes de Genève viennent régulièrement ici pour assister à des conférences. Alors pourquoi est-ce que ça intéresse les architectes? Pourquoi est-ce que c'est eux qui sont en partie commanditaires de l'œuvre? Et puis, quel message finalement est-ce que vous aimeriez que eux et elles retiennent de cette expérience, de ce monument? Oui, moi je ne sais pas trop pourquoi eux ils m'ont invité, mais ça il faudra leur demander. Mais quand même, je suppose eux qui ont un tellement bel bâtiment là, cette pavillon Sicly, qui est comme une tente, et d'autant plus une tente dans le désert, là, parce que ce quartier est pour l'instant un peu désertique, parce qu'il se cherche. Donc eux, j'imagine, ils voyaient la nécessité d'ouvrir ce pavillon, de l'ouvrir vers l'extérieur, de l'ouvrir vers la ville, de ne peut-être pas seulement faire des colloques ou des expositions d'architecture, justement, pour l'ouvrir au quartier qui est pas encore mort ou pas encore né vraiment. Et c'est ça que je pense ils espèrent avec ce pavillon Simone Veil. Ensuite, moi je trouve c'est important de maintenir ce bâtiment évidemment comme une sorte d'héritage magnifique de l'architecture, mais je trouve aussi c'est important qu'il peut changer sa destinée et l'architecture sert vraiment, pas seulement à l'autocélébration, mais vraiment aux gens, comme une tente ici, justement, et pour accueillir les autres et les gens du coin et du quartier. Pas qu'il soit réservé à une élite d'architectes qui parlent entre eux. Voilà, tout à fait, c'est ça. J'imagine, c'est pour ça qu'on m'a invité, et j'imagine aussi pour ça que je suis là. Ouais, je comprends. Ouais, voilà. Merci pour la visite. De rien. Moi, je ne fais pas souvent des boycotts et je ne participe pas souvent à ça. Pourquoi? Parce que moi, je fais ce boycott et ça m'a coûté quelque chose. Et je ne me plains pas, parce que justement, il était effectif. Mais je trouve, si on fait un boycott, ça doit te coûter d'abord à toi quelque chose. Par exemple, moi, ça m'a coûté de ne pas exposer en Suisse pendant 4 ans. Par exemple, aussi à la foire de Bâle, où il y avait plusieurs galeries de moi. Tu participes aux conférences de philosophie, c'est-à-dire comme celle-ci par exemple là. Oui, c'est un exemple. J'écoute ce qu'il dit et par rapport à ça, ça me permet de voir un peu plus de choses, mais en même temps, je veux voir si c'est réel ou pas. Parce que dans le monde de la vue, moi je suis un gars de la rue, donc on voit plus de choses que par rapport aux gens qui voient pas les choses. Donc on est plus enrichissant d'un côté parce qu'on voit mieux les choses. Et quand les gens ils me disent ouais tu lis, je dis oui je lis. Mais je lis en face de moi. Le livre en fait c'est la rue quoi. C'est la rue. C'est l'environnement lui-même, c'est le quotidien, que ce soit costard-cravate, que ce soit que les enfants, que ce soit les gens de l'extérieur. Voilà, on voit tout. On voit les choses. On voit la différence énormément. Donc on sait que nous on a plus de richesse par rapport à la personne qui a de la richesse. Comment dire? Nous on a la richesse parce qu'on est content, on n'a rien. Eux ils ont la richesse mais ils ont des difficultés financièrement ou il y a tout un devoir à faire pour qu'ils puissent entrer dans les clous, maison, voiture, enfants. Des soucis au quotidien. Voilà, donc et nous, on n'a pas tout ça. Donc on est encore plus heureux qu'eux, en fait. Qu'eux, ils ont, mais ils ne donnent pas. Ouais. La différence aussi, c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas la même conviction que nous. Ils sont différents de nous, on va dire, plus ou moins. Ils voient autre chose que nous, on voit autre chose.
Et donc là, ici au pavillon Sikli, vous avez des conversations publiques avec des philosophes? Avec des philosophes, il y a des lectures, il y a voilà, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de choses à écouter aussi. Il n'y a pas que les philosophes, mais ça enrichit quoi. Mais tu penses qu'ici, c'est plus une façon de mettre en scène la réalité ou de la révéler? Ah bah tu la transmets. Ah. On transmet la réalité ici. Bah oui. Okay. Après c'est à moi, ça c'est pour moi. Ouais. Mais à qui? Bah aux gens autour de moi. À ceux qui veulent bien venir. Voilà. Donc c'est un pavillon de transmission. C'est quelque part un pavillon de transmission, oui. Tu veux juste le recaler là et tant pis. Ouais, ça va comme ça. Ouais, ok. Bon, on refait comme ça, voilà. Là, tu fermes doucement, voilà, comme ça. Et maintenant, tu vas doucement parce qu'on ne sait pas si, vu que c'est épais, ça va prendre. Tu peux le mettre, tu peux l'éloigner, hein, mais je suis vraiment à l'aise, tu peux être plus lent et tout. Tu peux aller, c'est assez délicat, enfin, il est très sensible, du coup, c'est compliqué de... Ah. Là, t'es sur le fil. Mais c'est pas très grave. T'es vraiment pile sur le fil. Mais t'as pas fait l'aller-retour. Ah non, tu m'as dit d'aller tout droit d'abord. Oui, mais tout droit pendant quelques secondes. Ouais, bien sûr, à fond. T'es le rédacteur en chef, comme moi, tu vois, du journal quotidien du pavillon Sikli, du pavillon Simone Weil. Ouais, exactement. Alors c'est un mandat que m'a confié Thomas Hirschhorn, étant donné que durant tous ces monuments, pavillons en l'honneur de ces figures qu'il aime, il a demandé à une personne de faire le journal quotidien, donc de publier chaque jour durant toute la durée de l'exposition. Un mois et demi environ, hein? Ici, elle a 78 jours, du coup, 2 mois et demi. 2 mois et demi même. Tu dois faire 78 éditions. Exactement, et comme tu peux voir, et voilà, peut-être ce sera, les gens verront par eux-mêmes vu que là c'est à la radio, mais à l'entrée du pavillon, il y a ma table où je plie et où j'imprime mes journaux, et juste au-dessus, il y a une cascade de journaux qui sont tous les journaux qui ont été publiés jusqu'à plus ou moins aujourd'hui. Là, il en manque quand même 5 ou 6. Mais grosso modo, c'est en tout cas ce qui a été produit ici sur place depuis le début de l'exposition. L'objectif est de vraiment mettre en lumière les personnes qui animent le pavillon, donc non seulement ce qu'on appelle les coopérants, les coopérantes, donc les personnes qui sont salariées sur le projet, et les participants et participantes réguliers, comme Moïse juste avant que tu as interviewé, qui donnent une âme à ce pavillon. Donc l'entretien est ce que je privilégie le plus, vu que c'est une rencontre, et j'estime qu'en tout cas c'est l'expérience fondamentale que moi je fais ici au pavillon, n'est pas une expérience pour moi en tout cas artistique, mais qu'elle est une expérience humaine et sociale, vu que c'est une rencontre entre les individus, et je trouve que le journal en tout cas il miroite cet aspect-là de rencontre. Alors bientôt, demain, après-demain, il va y avoir une édition sur Pascal, poète ici, qui a décidé d'écrire tous les jours un poème en s'inspirant d'un prénom d'une personne. Chaque vers du poème commence avec une lettre d'un prénom. K, knockout suis-je affrontant cet esprit rétif. A, au romantisme convenu à l'affectif. T, tête malicieuse en quête d'arguments. Y, yeux perçants qui fouillent regards et sentiments. A, avec photo, propos et enregistrement. 4. Ok, alors on refait une fois les kicks. Là aussi, si vous êtes frappé là pendant un combat, ça ne va pas vous coûter des points. Sauf si, tu peux, sauf si ça vous fait tomber, ok. Sinon, ça ne va pas vous coûter des points, ça ne va pas donner de points à l'autre non plus, ça va juste être rien, ok. Du coup, si vous avez ça, vous pouvez l'utiliser en juste attrapant en bas. Ok. On se salue. Hey, c'est parti. Attends. Formidable. Alors, juste, tu m'expliques ce que tu fais, il se passe quoi ici? Ah, c'est le CPSC, c'est le Club populaire de sport de combat. On existe depuis 10 ans et là, normalement, on a 4 plages horaires par semaine à un endroit où on est, mais l'endroit est partagé. Et ici, on a le luxe d'avoir de 10h à 10h l'espace. Et du coup, on peut vraiment faire un peu le planning de nos rêves. Et on peut faire aussi les permanences parce que le fait qu'on est payé pour les permanences, ça fait qu'on peut être là de 10h à 22h, ce qui est un peu un travail
encore plus exigeant que si on a juste les entraînements 4 fois par semaine. Et du coup, on peut accueillir plein de monde qui est ici en fait. Du coup, des fois, des gens en précarité qui n'ont pas trop accès au sport. Et ici, c'est gratuit. Normalement, c'est prix libre. Du coup, c'est déjà très accessible de base. Mais ici, c'est plus accessible parce qu'on est dans un espace où il y a plein de gens différents. Ça, c'est vraiment stylé. Et là, c'est un entraînement mixité choisi sans mec. C'est 2 fois par semaine, c'est comme ça. Il n'y a que des petites femmes. Troisième génération, on s'en fout, on est chez nous. Première, deuxième, troisième génération, on s'en fout, on est chez nous. Première, deuxième, troisième génération. Bonjour, c'est pour la radio, la Baukultur Radio. C'est vous qui faites ce bruit affreux là? Oui, du coup là je viens d'éteindre la machine et... Mais c'est quoi cette machine? En gros, on fait de l'impression 3D en céramique. C'est possible ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est possible. Donc on voit ici, on a des petits cailloux et en fait ça imprime comme les impressions en plastique, sauf qu'il n'y a pas besoin de chauffer le plastique et ça fonctionne par couche. On voit ici, il y a des couches. En fait, c'est nous qui imprimons les cailloux, mais ensuite on les met à disposition pour tout public et ils peuvent les prendre avec eux, c'est totalement gratuit et ils peuvent les peindre s'ils le souhaitent ou encore graver des noms sur les cailloux. Pourquoi vous venez ici? Je viens ici pour peindre sur des grands cartons sans me poser trop de questions. Je laisse venir mes idées au fur et à mesure. Et je suis en bonne compagnie avec des gens que je ne connais pas. On se parle un peu, on échange un peu. Et c'est assez stimulant et très fatigant en même temps parce qu'il y a beaucoup d'informations en même temps. Et je me renseigne sur les associations, j'écoute parfois des conférences de philosophes. Ouais, il y a en ce moment, en arrière-son, on entend un philosophe qui fait une conférence. Il y a aussi de la boxe au fond, donc il y a beaucoup de bruit, pas hyper zen. Non, mais justement c'est agréable parce que quand je peins, je dois lâcher, je peux pas trop réfléchir, je peux pas trop me concentrer, je lâche les gestes comme ils viennent et c'est une très bonne expérience à faire. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent ici comme vous? Alors j'en sais rien parce que ça se voit pas. Non, mais moi je pense qu'il a inventé l'art social. Ouais. Voilà. Et il donne énormément de son énergie personnelle. Il maigrit au fur et à mesure, j'ose le dire, vous pourrez l'enlever. Non, c'est très très fatigant ce qu'il fait. Je pense que la performance, elle est là. Et ça ouvre les yeux sur la Genève qu'on appelle précaire, la Genève qu'on cache. Donc c'est une très très bonne occasion, en tout cas pour moi, de voir la vérité en face et de pouvoir dire quelques mots à des gens qu'on n'a jamais abordés dans la rue. Voilà. Et peindre là-dedans, justement, ça me permet de lâcher et d'exprimer aussi mes avis politiques ou bien mon vécu présent et passé. Vous avez pu rencontrer des gens ici que vous n'auriez pas rencontrés sinon, si cette expérience n'existait pas? Oui, absolument. Un poète congolais, vivant en Suisse depuis des années. Il écrit des poèmes avec les prénoms des gens. Donc je revois des gens, je rencontre ma petite fille ici et des élèves des écoles d'art. Alors, vous avez dit que vous aviez déjà une sorte d'idéologie, vous étiez un peu convaincu. Est-ce que le risque, c'est pas qu'ici, il n'y a que les gens qui sont dans cette idéologie qui viennent et ceux qui ne sont pas dans cette idéologie, ils ne vont pas venir? Non, j'ai vu des petites mamies de mon âge qui avaient lu un article sur la Tribune et un autre sur le GHI ou je ne sais quoi. Très bien habillées, très posées, avec des questions très précises. Elles étaient très contentes de rencontrer l'artiste et qu'il leur explique, qu'ils se soient assis avec elles. Et ils ont parlé suisse-allemand, ils ont parlé de certains souvenirs de la Suisse allemande aussi. Moi, je pense qu'il y a un peu de tous les bords. Pourquoi? Parce qu'en général, le matin, ils font un sort de restaurant gratuit pour tout le monde. Et c'est des cuisines qui sont assez atypiques, qu'on ne voit pas dans n'importe quel type de restaurant.
restaurant et des fois on voit des banquiers qui habitent à côté, enfin qui travaillent à côté, qui viennent manger à midi ici. Alors avec leur petit costard, donc ça fait un gros contraste. Ah d'accord. Donc on voit les gens de la Banque Pictet avec leur costume bleu, hein, comme ça, bleu foncé, voilà. Et ils se mélangent, ils parlent un peu Pas trop. Pas ils trop. sont un peu timides. Oui, ils sont un peu timides, mais ça fait quand même un contraste entre l'environnement qu'on a de base. Et peut-être qu'avec le temps, ça va peut-être évoluer. J'ai remarqué que les jeunes hommes qui m'avaient parlé, qui sont dans des foyers et qui vont se retrouver à la rue, ils restent extrêmement discrets sur leur vécu et leur souffrance. Ils n'aiment pas partager avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas vraiment. Alors il ne faut pas dire c'est difficile, il faut juste accepter d'être à côté d'eux physiquement et que moi je sois à côté d'eux physiquement. Et au bout d'un moment, quand on revient, on retrouve les mêmes personnes ou pas, mais les mêmes personnes et on se salue avec des sourires. Mais c'est une pudeur, c'est pas quelque chose qui fonctionne pas, au contraire ça fonctionne avec beaucoup de pudeur et de respect. Voilà. Simplement, les journalistes, il faudrait aussi qu'ils comprennent cela avant les votations. Je sais pas quoi, étrangers à 10 millions, qui ne montrent pas l'aspect un peu désordre et anarchique qu'il y a ici et qu'ils expliquent justement plus l'aspect positif, déjà visuellement et du point de vue du comportement des gens, qui a nettement changé depuis une crise qu'il y a eu ici. Avec ce problème-là, les assistants sociaux et les infirmiers et les psychiatres connaissent très bien l'effet de l'alcool sur les familles et la société. Alors il n'y avait pas besoin d'en rajouter une couche pour ici. Voilà. Merci. Et 10, et 11, et 12 millions, on reste, nous resterons. Et 10, et 11, et 12 millions, on reste, nous resterons. Et 10, et 11, et 12 millions, on reste, nous resterons. Et 10, et 11, et 12 millions, on reste, nous resterons. Voilà, on n'est pas un collectif qui a été créé pour faire ce projet. C'est le projet de Thomas et on a été invité à y participer. Mais en fait, au niveau décisionnel, on n'est pas du tout... Enfin, surtout au début, on n'était pas du tout consulté ou on pouvait à aucun moment, vraiment au niveau de la gouvernance, à aucun moment on aurait pu imposer quoi que ce soit. Mais en fait, assez vite, ce groupe de coopérants, on s'appelle les coopérantes, donc les personnes qui travaillent sur le projet, ont voulu s'approprier aussi un pouvoir décisionnel. Et je tiens quand même à le dire que c'est grâce aux coopérantes que l'alcool a été interdit, par exemple. Alors que c'était... Ils prennent des décisions et ils sont un peu dans l'ombre, quoi. Voilà, en fait, c'est clairement une décision qui a été imposée à Thomas de juste dire, en fait, si on n'interdit pas l'alcool, là, on va tous se barrer et tu vas faire quoi? En fait, c'est son génie, presque. Et il a besoin de personne pour lui expliquer comment les choses se font. Et il y a quand même... il y a une analogie qui est hyper intéressante à faire avec les architectes, même si j'ai l'impression que les architectes sont toujours ils sont obligés de dépendre des autres pour construire. Ils ont besoin de maçons et de leur savoir-faire, ils ont besoin d'électriciens. Voilà, nous terminons cet épisode sur les notes de Pablo Casas, un disque vinyle qui tournait pendant ma visite. Vous l'avez compris, cette œuvre unique et éphémère ne peut pas être appréhendée en regardant quelques images. Elle mérite qu'on s'y attarde, qu'on lui accorde quelques heures au moins. Le pavillon, ça tombe bien, est ouvert tous les jours, encore jusqu'au 16 juin. Il n'y a pas de programme, mais il y aura des événements tous les jours, puisque le programme, en fait, c'est vous. À très bientôt sur la Baoculture Radio. Architecture, ingénierie, paysage, urbanisme, patrimoine. Vous écoutez Baoculture Radio, des podcasts dédiés à la culture du bâti, à retrouver et écouter sur espatium.ch.